chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de petites discussions entre amis ou presque, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons tenter une petite discussion avec deux de nos invités et quelqu'un d'autre de la Trick Track Team. Ces deux invités sont ni plus ni moins que les gens de la boîte de jeu, c'est-à-dire Monsieur Benoît. Exactement. Voilà, et Monsieur Mathieu. Tout à fait. Voilà. Et cette petite discussion va être animée par moi-même et par l'incroyable Monsieur Guillaume, grand spécialiste entre les spécialistes de la discussion entre gens de bonne compagnie. Oui, j'ai eu peur. J'ai cru que tu allais dire spécialiste de Kickstarter et là, je me préparais à descendre sous la table. Il a lâché le mot Kickstarter parce que nous avons reçu ces deux personnes, entre autres, parce que vous êtes venus en bande, Exactement. nous parler de ceci, c'est ça, hein, Exactement. Clash of Rage, qui est un jeu qui va être sur la plateforme de Le 17 mai. le 17 mai, plateforme de financement participatif Kickstarter. On a tendance à dire Kickstarter comme on dit Frigidaire ou Mobilette. C'est un nom qui est devenu maintenant quasiment un nom commun. Pour le jeu de Pour société, le jeu de c'est vrai que société, en tout c'est la plateforme de référence aujourd'hui. Et donc, vous êtes venu présenter ça et quelques jours avant de venir là, tu as mis un petit message sur Facebook indiquant quelques questionnements que tu avais sur ce bouleversement qu'on est en train de vivre depuis 2 ou 3 ans sur la plateforme Kickstarter et tu te demandais plein de choses. Pourquoi on en arrivait là? Vers quoi on tendait? Est-ce que le passage par les boutiques était obligé, pas obligé? À quel point était difficile le métier de porteur de projet, en tout cas d'éditeur, qui passait par ces plateformes, notamment avec le fait qu'on atteint, et c'est visible, des chiffres qui donnent le tournis, des milliers, des millions de dollars, et les gens ne se rendent pas compte du travail que ça représente, de la pression que c'est. Évidemment, on supprime des intermédiaires, mais du coup, il faut faire le travail. Enfin bref, il y a plein de questionnements, et puis moi, j'ai réagi comme souvent, comme ça. Et expliquer comment, hein. Je lui disais juste avant qu'on fasse cette émission que souvent, on va dire 3 fois sur 4, je ne poste pas ce que j'écris, aussi bien sur Facebook que sur Trick Track ou autre. J'écris des choses que je pense, et je ne valide pas. Et là, j'ai balancer un petit truc et mon doigt a ripé et c'est parti sur sa petite page où je disais mais peut-être que le problème n'est pas tant Kickstarter ou le principe, c'est peut-être les joueurs et surtout, c'est là où je venais en venir, aussi les porteurs de projets qui avaient, on en a parlé avant de venir là au Tex-Mex, qui avaient donné de mauvaises habitudes. Donc on s'est dit pourquoi pas un live, c'est plus facile de discuter comme ça. Toujours plus facile que par écrit sur Facebook. Et voilà, surtout qu'on voit les visages. C'est Hein, quand je te dis, mais t'es vraiment un con, tu le vois avec mon sourire et tu ne le prends pas de manière agressive. Et on voit que quand je parle, il y a Dieu qui va se taire. Parce que, c'est voilà. Et puis on voit qu'on fait plein de gestes, on peut dire des choses qui paraissent virulentes mais qui ne le sont pas en vérité. Donc, on va discuter un peu de ça. Alors, ta problématique, tu as fait un long post, c'était quoi La première chose, c'est de lire régulièrement. Alors, ce qui est de mon point de vue, puisque nous, on fait une partie de nos jeux sur Kickstarter, pas tous, mais en tout cas une partie, de lire régulièrement des commentaires assez rapides où on dit, où en fait, on associe Kickstarter à mauvais jeu. Ok. Et donc, du coup, de poser la question, est-ce que le médium de vente, c'est-à-dire, puisque finalement, Kickstarter, c'est un médium pour vendre des jeux, comme l'est le circuit classique, avec des différences bien sûr, mais est-ce que le médium de vente, ça impacte la qualité du jeu? Et le début de la réflexion, c'était de dire que je pense que non. Aujourd'hui, on voit des jeux qui sont passés par Kickstarter, il y a des excellents jeux, il y en a un qui a gagné le prix expert Asdor, Sides, Conan, Blue Rage, enfin je vais pas en citer, c'est plutôt des gros jeux d'ailleurs, et il y a des mauvais jeux sur Kickstarter, mais il y a des mauvais jeux en boutique aussi. C'est pas le médium de vente qui impacte. Mais qu'est-ce qui te fait dire que la tendance générale est à dire que Kickstarter égale mauvais jeu? Tu viens de le démontrer. Il y a plein de jeux qui sont bons. Et justement, en fait, la réflexion que je faisais, c'était de dire que c'était un argument qui était utilisé. Mais par qui? Par les détracteurs du financement participatif, mais non pas parce que... Pas par les pledgers, non. Par des gens qui refusent le principe. Ou du moins... Je veux dire, alors on va être clair, d'autres éditeurs, des boutiques, des distributeurs... Par exemple. Toute une frange, en fait. Je vais essayer de ne pas me fâcher avec tout le monde. Non, mais moi, c'est vrai qu'on entend beaucoup de boutiques dire ouais, mais sur Kickstarter, c'est pas un bon système, c'est pas une bonne mécanique, mais c'est souvent parce qu'ils se sentent en danger, parce que bien sûr. Ça a été dit par Fred Henry, notamment, par toi, je crois, qui a dû emboîter le. Oui, moi aussi 7e continent. Oui. C'est qui 7e continent? Serious Poulp. Qui a dit que pour certains jeux, ils se posaient la question de savoir s'ils allaient passer pour les boutiques. Donc forcément, quand tu retires
un élément de la chaîne, il va plutôt avoir tendance à dire ouais, mais de toute façon, nous en boutique, on n'a que les bons jeux et Kickstarter, c'est des mauvais jeux. Alors c'est vrai Alors, aussi pas toutes pour les boutiques. joueurs. C'est vrai aussi pour les joueurs. Il n'y a pas Ouais. que les boutiques ou les acteurs de la. Non, non, il de y a des l'édition de défenseurs, société. mais comme dès qu'il y a deux marchés un peu différents, il y a les défenseurs du circuit classique et les défenseurs de Kickstarter. Et c'est vrai qu'on a. Moi, je lis des arguments, des fois, auxquels je ne réponds pas. Pareil, je tape mon post et je l'efface. Notamment sur Facebook, à base de oui, il y a trop de matos dans les Kickstarter, c'est des mauvais jeux, etc. Un peu en généralité comme ça, et qui, en fait, à mon sens, cache en fait une critique beaucoup plus, avec beaucoup moins d'arguments de Kickstarter, qui est en fait une critique du modèle, parce que il vient pas en remplacement, mais en tout cas en complément, en partage d'un modèle existant. Et c'est en fait une défense de l'ancien modèle, et le meilleur moyen de décrédibiliser le modèle d'à côté, c'est de dire que de toute façon il est nul. Enfin, pas que le modèle en lui-même, mais que ce qu'il produit est Tu as nul. le sentiment que c'est un système de défense. À mon sens, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de dire Kickstarter fait des mauvais jeux quand on voit je ne dis pas que c'est 100% des jeux Kickstarter, mais comme en boutique d'ailleurs, quand on voit une partie des jeux qui en ressort et qui sont de qualité. Je veux dire, on ne peut pas dire que Sight, c'est pas un jeu de qualité, ou Conan, ou enfin, je Oui, mais c'est trois, mais Les joueurs, ceux qui ont l'habitude de jouer, et non pas de suivre une campagne parce que c'est kiffant de voir les stretch goals, les machins, comment on appelle ça, les trucs que tu as gratos en plus. c'est les stretch Les goals. stretch goals, voilà, ou quand tu Les dépasses différents niveaux de plège ouais, de les plus en paliers, plus grands. les etc. paliers, que tout le monde s'excite. Il y a ceux qui font ça, qui regardent les campagnes, et tu as ceux qui jouent. Et parmi les joueurs, en fait, au bout d'un moment, tu t'en fous d'où vient le jeu. Tu joues. Mais surtout Pour ceux que pour les bons, enfin, il y a des mauvais projets, mais en fait, les projets qui font vraiment aujourd'hui, qui lèvent beaucoup d'argent et qui sont très bons, pour une partie, après, c'est vrai que sur les gros jeux à 100 €, c'est plus compliqué en boutique, mais en tout cas, ils ont une vie en boutique et ils ont un succès public, pas un succès seulement de la campagne parce que, soi-disant, on a vendu tout et n'importe quoi. Je dis pas que c'est pas une partie du modèle Kickstarter. Attention, Ouais, bien je sûr. veux pas dire le Kickstarter c'est parfait, etc. Et c'est pas d'ailleurs Non, une ce que critique. Ce que tu essayes de dire, c'est que le modèle traditionnel, enfin celui qu'on appelle traditionnel, qu'on connaissait, et le modèle Kickstarter, c'est la même chose. Au final, le jeu qui sort, il y a autant de bons jeux et de déchets d'un côté que de l'autre. C'est ça que c'est. des médiums C'est-à-dire que, différents. exactement, le médium de vente conditionne pas la qualité du jeu. Voilà. Surtout D'accord. aujourd'hui, Alors, parce que c'était ça dans mon propos, c'était de dire que ça s'est énormément professionnalisé, une campagne Kickstarter. On en parlait à midi, mais il faut avoir beaucoup de compétences, et c'est pas seulement faire un jeu, quoi. Parce qu'un auteur qui arrive avec son jeu et qui n'y connaît rien, même s'il lève une grosse somme, ce qui sera probablement pas le cas en réalité, il a de bonnes chances de se planter, parce que derrière, il y a tout le travail de production, de logistique, des métiers. Quand on supprime les intermédiaires, c'est un peu pour résumer Kickstarter, on doit faire leur travail. Et quand il faut dispatcher à travers le monde à 8 000, 10 000 personnes avec des adresses, découvrir qu'en Argentine, tu payes au poids volumique et que du coup tes frais de port, enfin tout ce travail-là, avec des partenaires, mais il faut trouver les bons qui vont faire les choses de la bonne façon. De la même façon que dans le métier d'édition classique, où on va chercher des partenaires, des distributeurs, on va travailler avec les boutiques. C'est probablement une autre façon de vendre ces jeux, mais ça n'impacte pas la qualité. Parce qu'aujourd'hui, un mauvais jeu, en tout cas un jeu mal conçu, mal porté, etc., des fois on voit des gens qui disent on a cet argument, vous n'avez pas trouvé d'éditeur, vous avez été sur Kickstarter. Ouais, c'est ça, en fait c'est ça. Mais au départ c'était un peu l'idée de Kickstarter et du financement participatif. Tu as un projet, aussi bien littéraire que cinéma, court-métrage ou jeu vidéo. Tu n'as pas les financements, souvent tu les as pas parce que tu n'as pas réussi à convaincre, tu n'as pas un financier ou une maison d'édition, tu vas le faire toi-même. Voilà. C'est Et ça, ça, franchir de contraintes d'édition. ou de c'était il y a production. 3-4 ans, c'est fini ça. Et puis alors c'est justement, moi, c'est là où je voulais intervenir. C'est s'affranchir de certaines contraintes. Comme le rappelle Benoît, c'est s'en rajouter d'autres, parce que ça veut dire que les intermédiaires supprimés, je vais prendre le travail, si j'ai encore pu le réfléchir en amont, et des fois je n'y ai même pas pensé. On a vu des porteurs de projets devoir vendre leur maison parce qu'ils n'avaient pas intégré que tel coût allait finir par représenter tel pourcentage de la somme, et in fine se retrouver le nez dans la mouise. Et puis il y a aussi, me semble-t-il, un élément important avec le Kickstarter, avec le financement participatif. Le Dr Mops le rappelait dans le premier débat qu'il y a eu, entre guillemets, c'est pourtant pas quelque chose de finalement nouveau.
Non, ça existe depuis la précommande, des années, le des système centaines d'années. de financement public en disant voilà, participer pour que ça puisse être possible, c'est pas nouveau. Ce qui l'a été, c'est effectivement l'engouement qu'il y a pu y avoir autour de ce nouveau médium de proposition de jeux de société. Et pour certains, ça a été le cas, mais Benoît le dit aussi, il n'y a pas eu de filtre. Il n'y a pas eu de filtre. Il y a des gens qui y ont cru et ça ne leur enlève rien en tant que personne. Ils y ont cru sans avoir été peut-être jusqu'au bout du développement sur le jeu, sans que le jeu ne soit peut-être réellement abouti. Certains commencent à dire oui, mais si les éditeurs l'ont refusé, c'est peut-être pas pour rien. C'est possible. Il est possible que les éditeurs aient eu le nez creux en disant écoutez, non, il y a encore telle et telle chose qui sont bancales. On a voulu quand même aller au Kickstarter en disant mais moi j'y crois, je pense que mon jeu il a un intérêt. Certains ont pu entendre les critiques et retravailler le jeu, ce qui fait qu'en très peu de temps finalement, il y a eu quand même énormément de projets avec la découverte de l'enfant un petit peu devant la vitrine de Noël et qui du coup s'enflamme. Et puis au moment où tu reçois le jeu, soit tu as le cran de dire la vache, ça valait peut-être pas les 150 $ que j'y ai mis dedans, ou alors tu fais non mais il est pas mal et puis tu en fais 2 parties et puis finalement ça passe à côté, ou alors tu découvres aussi des petites pépites, mais comme dans le milieu finalement classique, c'est-à-dire que malgré tout des éditeurs se penchent parfois sur un jeu qui, on pourrait le dire, a juste le mérite d'exister, mais qui ne fera pas forcément carrière. Et donc ça, en l'occurrence, que ce soit Medium édition classique ou Medium Kickstarter, la vie du jeu, elle sera ensuite entre les mains des joueurs, quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai que l'impact financier et le clinquant de Kickstarter, je pense qu'avec ce côté, cet aspect un petit peu moderne et rapide de la campagne et de la communication qu'il y a autour, donne un petit peu de poudre aux yeux sans forcément que ce soit négatif. Il y a au contraire des emballements qui sont positifs, mais qui du coup amènent derrière parfois un petit chat échaudé craint l'eau froide, en plus de ceux qui sont en situation de défense en disant si c'est pour me bouffer moi ma part de travail et ma part de marché, mon gagne-pain, non merci quoi. Et donc Mais je lui trouverai des... Ce qui est important là-dedans, c'est qu'au final, Kickstarter, on voit beaucoup de projets, sauf que c'est les projets du monde entier. Là où en boutique, tu vois que les jeux qui sortent en France. Et ça fait une différence parce que quand tu vas à SN, tu vois un tas de jeux, et dans ces jeux, il y en a des bons, il y en a des mauvais, et il y en a des jeux étrangers, enfin moi j'en ai testé cette année, des catastrophiques, et ils sont édités, ils vont finir dans le marché classique de leur pays, ils vont jamais dépasser les 500, 1000 boîtes, etc. Enfin peut-être que si, des fois, Mais on ne sait jamais. il peut y avoir un marché différent en tout cas. Mais voilà, et tous ces jeux-là, tu les vois pas vraiment, et tu sens pas qu'en fait, ils participent aussi à un nombre de sorties mondiales important. Et en fait, au final, sur Kickstarter, tu vois des projets, des fois, que tu peux juger pas aboutis quand tu les reçois ou pas bien portés, peu importe, en tout cas fait de manière plus amateur, qui vont lever une somme globale que tu vas voir affichée à 30, 35 000, 40 000 peut-être, s'ils ont plus ou moins marché, des fois moins, des fois 20 000. Et du coup, c'est une somme qui en fait impacte, même 20 000 ou 30 000, mais qui en fait par rapporter à ce que n'importe quel jeu dans le circuit classique fait en chiffre d'affaires, quand on prend le chiffre d'affaires public, parce que c'est ça qui s'affiche sur Kickstarter, c'est plus ou moins la même somme. Nous, notre premier jeu, à la boîte de jeu, donc Invasion, il était mal édité, parce qu'on ne connaissait pas l'édition à l'époque, etc. Au-delà de qu'on aime le jeu ou pas, mais en tout cas, il était mal édité. Un jeu comme ça coûte 20 ou 21 000 € à produire. Bon, on a mis 21 000 €, on en a vendu un peu, etc. Et le chiffre d'affaires du jeu, il ne doit pas être loin de ces 20 ou 30 000 €. Et finalement... Vous avez travaillé gratuitement. Pire que... Oui, enfin, même je pense que sur la durée, on a perdu de l'argent, quoi, je veux dire. Donc voilà. Et là, en fait, la somme de Kickstarter, elle fait un prisme de vision où les mecs se disent, ils gagnent de l'argent avec un truc nul. Mais en fait, ils ne gagnent pas d'argent. Parce qu'une fois qu'on a déduit, il a fallu qu'ils payent tous les envois de ces jeux, il a fallu qu'ils le produisent, qu'ils payent sa com, qu'ils payent machin, qu'ils payent truc. Et à la fin, moi, je suis persuadé que dans ces petits porteurs, il y en a énormément qui perdent des plumes, en fait, ou alors qui ont investi une énergie colossale pour gagner zéro. Ne serait-ce que la logistique. Souvent, je prends cet exemple-là, mais sur Outlive, alors j'avais l'expérience d'une précédente campagne, mais j'ai quand même pris mes gardes. À Outlive, les changements des frais de port entre le moment où on fait la campagne et le moment où on livre, c'est 35 000 € de perte. D'accord. Le changement, c'est pas C'est-à-dire le les coût. frais qui changent, parce Les que frais d'un qui ont coup, changé. on a un peu mal estimé le fait de livrer en Amérique du Sud, et en Amérique du Sud, on paye au poids volumique, et puis la boîte, elle a pris 300 grammes et 5 cm. Et La d'un coup, valeur euro-dollar. nous, on avait compté le 40 reste, balles, et ça vaut 110 $. Bim. Et donc, c'est 35 000 € non pas sur les 7 000 boîtes livrées, c'est 35 000 € sur les 400 boîtes qui ne vont pas ni en Europe ni aux États-Unis. Ah oui, c'est énorme. C'est-à-dire que ces boîtes-là, ces 400 boîtes-là, elles nous coûtent en frais de port un tiers, la moitié des frais de port globaux qu'on dépense. D'accord. Ouais. Et ça, c'est des choses que si on ne fait pas gaffe, si on a voulu travailler vraiment avec des marges ric-rac,
boum, on est dedans et là. Mais là, c'est un deuxième phénomène que tu pointes. On a le premier où tu disais, les gens ont tendance à croire ou penser que Kickstarter, pas bon jeu. Là, un mec normal va forcément se dire que c'est une bêtise. Il n'y a pas de raison. L'expérience nous le démontre, comme tu l'as souligné, les 3 jeux experts du dernier festival de Cannes, As d'Or, jeu de l'année, c'était 3 jeux qui sont passés par la plateforme Kickstarter, et pour y avoir joué, ils sont très 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 bons. Donc ça c'est ce qu'on vit dans un monde de ressenti et de sensations. Les gens ils disent des trucs et j'imagine, comme tu le disais au départ, probablement poussés par 2-3 bricoles qui sont des défenses de territoire, boutiques et autres éditeurs classiques. Et puis il y a ce second phénomène que tu pointes qui est cette somme affichée, qui est effectivement un jeu qui ne marche pas ou un jeu qui marche. Les gens sont totalement déconnectés des sommes que ça représente. Dans le circuit classique. Dans le circuit classique, tu ne l'as pas cette somme. Non. Tu ne sais pas qu'un jeu a rapporté $1 million, $2 millions, $3 millions. Chiffre d'affaires, j'entends. Oui, chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Et tu ne sais pas quel est le bénéfice qu'ont pu en tirer les gens. Des Et doubles qui se vendent à l'appel, ça génère un ça certain génère nombre des de choses, millions. et c'est normal. Ça Et, génère des millions. voilà, et les gens n'ont pas ces notions-là en tête. Et à l'inverse, Bien plus colossal. le prisme déformant, mais ça avait été déjà un petit peu souligné, dans le milieu du jeu, pour autant que ça puisse exister, mais ça existe quand même un petit peu, ce prisme déformant qui va dire tel jeu, ça a été un carton. Oui, ça a été un carton dans le milieu du jeu, c'est-à-dire 2000, 3000, 4000, 5000 personnes, c'est-à-dire 2000, 3000 boîtes. Bon, on continue de le comparer à ce qu'est un succès commercial à 80 000, 100 000, 200 000 boîtes. Donc, on a aussi le prisme déformant du joueur, de l'aficionados qui suit et sur Kickstarter et en circuit classique et du sentiment, le sacré sentiment. Oui, moi j'ai le sentiment que ça a cartonné. Tu as le droit d'avoir ce sentiment-là, on a le droit de te dire que cartonner à 5000, c'est pas forcément un carton. Ou alors il faut le comparer à quelque chose de comparable. Par rapport à quoi dis-tu que c'est un carton? Et dans quel domaine? Mais c'est vrai que ce Et là, en sentiment-là, fait, quand je t'écoute, tu pointes 2 choses, et c'est ce que tu pointais aussi dans ton petit statut, qui j'ai l'impression, touchent pas mal de porteurs de projets, parce que c'est comme une espèce de... J'ai fait une interview de Fred Henry, il n'y a pas longtemps, là, entre nous, que je dois mettre dans le fameux reportage sur Frédéric Henry, où effectivement, il n'était pas bien. Intellectuellement, il avait, par rapport au secteur et à ce que lui a renvoyé Kickstarter dans la gueule, il était pas très bien. Et quand je t'écoute, c'est vrai que, parce que bon, que les gens disent que les jeux sont mauvais sur Kickstarter, en fait, qu'est-ce qu'on a à foutre? Finalement, le tien, il est bon, vas-y, mais quand même, ça touche. Bah, Et pareil, tu te dis, on en parlait au restaurant, tu dis, voilà, il y a marqué $1 million et les gens tout de suite, ils pensent qu'on est super riche et ils ne se rendent pas compte qu'on est 4, 5, 6 à bosser, que la moitié de l'argent part en fait, celui qui est le plus riche, c'est celui qui fabrique. L'usine, elle prend, elle fait du bénéfice tout le temps. elle achète des matières premières, elle a des employés. mais elle n'achète pas des matières premières si elle perd de l'argent. Oui, bien sûr. Tu vois, et elle se fout de savoir si le jeu se vendra derrière ou Ah pas. oui, bien sûr. On pourrait discuter de toutes les étapes comme ça. Mais Oui. t'es pas loin, parce que Fred Henry aussi avait ce sentiment-là, je le trahis pas, quand il disait, voilà, les gens, Conan, c'est 3 millions, 4 millions de dollars, les gens, ils pensent que je suis riche à 1 million maintenant, et il avait, il vivait la situation un peu mal. Le coût de développement du jeu est colossal sur Conan avec l'acquisition d'une sûr, licence, bien avec sûr, d'autres bien sûr. choses. C'est assez difficilement comparable. Et en plus, on va faire toutes les étapes, Benoît l'évoquait un peu. On a le rôle à la fois d'éditeur, de distributeur, enfin en tout cas de logisticien plutôt, pour reprendre la discussion qu'on avait ce midi, de commercial, de communicant, de marketing, etc. Et donc c'est des axes qui vont coûter des sous, qui vont Ou du temps, ou ne développer serait-ce que du du temps, temps, mais de développer l'énergie, des partenariats. quoi qu'il en soit. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire tout seul si on n'a pas les moyens, il y a des choses où on prend des gens qui sont compétents, parce que c'est pas notre métier, etc., etc. Donc les gens ont une vision effectivement déformée entre bénéfices et coûts. Ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer au lancement de la plateforme, on ne pouvait pas imaginer l'engouement qu'il allait y avoir. Et je te disais donc, ma petite réflexion, quand tu as commencé à mettre tout ça sur ton profil Facebook, je me disais, et c'est ce que j'ai dit, est-ce que tout ça n'est pas dû au secteur ludique et uniquement au secteur du jeu de société en boîte? Et je te disais, on était à table tout à l'heure, moi j'ai participé à quelques KS, très peu, mais aucun du jeu. J'ai participé à un KS pour un bouquin et un KS pour un album de musique. Et je n'ai jamais vu personne avoir le comportement, les remarques, les attaques pour ces projets de livres ou de musique, comme j'ai pu en voir sur le jeu de société.
C'est-à-dire qu'en gros, c'était des gens, qu'ils participent ou pas, ils passaient leur temps à décortiquer les campagnes. Ils parlaient plus de jeu. Le jeu, en fait, c'est un accessoire, c'est un mobile, tu vois, c'est un alibi. Et ils passaient leur temps à décortiquer les campagnes. Stretch goal au bon moment, au mauvais moment, très mauvais palier, etc. Ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça, ils auraient dû faire ça. Et je me demandais d'où ça venait. Et c'est très vicieux parce que j'en arrivais à me dire que c'était probablement les porteurs de projets les responsables. Je te l'ai dit. Oui, tout à fait. C'est-à-dire d'avoir donné trop d'importance Aux backers et de leur avoir fait croire certainement que c'était des décisionnaires. Bah, fait croire, j'en sais rien. Ou en tout cas, voulant faire Participer au maximum vouloir faire et vous plaisir en pensez dans quoi le bon sens et comment. du terme. Alors peut-être je me trompe, mais je donnais un excellent exemple que je vais répéter là, qui était j'ai participé au financement d'un album de Stupéflip, un groupe de musique absolument excellentissime et que je vous conseille tous et toutes. C'est un petit groupe totalement extrêmement indépendant qui a envoyé péter tout le monde, maison de disques, tout le monde. Et donc c'est un groupe qui a plus de 15 ans et ils voulaient faire un album, ils n'avaient pas de moyens. Il leur fallait 20 000 €, je crois que c'est ça au départ, pour aller en studio, pour avoir une semaine de studio, il leur fallait 20 000 €. Et très rapidement, comme tu n'as aucun moyen de te procurer leur album, tous les amateurs, et ils étaient très nombreux, ont participé. Il fallait 10 ou 15 € pour avoir l'album et tu peux monter jusqu'à 50 pour avoir un t-shirt, 100 pour avoir je ne sais plus quoi. Voilà. Moi j'ai mis 50, je voulais le t-shirt et je voulais participer. Voilà. Et au bout d'un moment, ils ont atteint un tel niveau, je crois que c'était à 300 000 €, je crois, ou 400 000, je ne sais plus, peu importe. Ils ont dit, si on atteint tel palier, si on atteint les 300 000 €, on fera la flip party, on fera une fête. Voilà. Et je me suis dit, en voyant ça, dans le monde du jeu de société, c'est impossible. Tu fais ça, tu te prends des remarques de partout. Parce que la première réflexion que tu te fais quand tu habites Toulouse, ou que tu habites Marseille, et encore, Marseille-Paris, c'est facile. Ils vont la faire où leur flip party? C'est une fête pour boire de l'alcool, du Coca-Cola et un peu bouger son corps sur de la musique énervée. Ils vont la faire à Paris. Ils vont la faire quand? Ils n'avaient même pas donné de date. En septembre, mais moi j'y serais pas en septembre à Paris, aurait dit un joueur de jeu de société. Je dis, mais je ne vais pas payer 50 € pour que ces mecs ils se bourrent la gueule ou ils fassent la fête sans que je sois là. Et dans ce financement d'un morceau de musique, enfin d'un album, personne n'a rien dit. Personne. Tout le monde trouvait ça normal que ces mecs fassent une fête. Et le pire, c'est que j'ai reçu mon invitation, j'ai participé, j'ai reçu mon invitation. À mon niveau de pledge, si je veux participer à la soirée, il faut que je donne 10 € supplémentaires. T'imagines le scandale que ça aurait été dans le monde du jeu si tu avais dit, moi à la sortie de ça, on fait une fête sur Paris, tout le monde pledge, et tu dis au dernier moment, il faudra 10 € de plus. Ben ouais, parce que les mecs, effectivement, à Paris, il faut louer la salle, et patati et patala. Dans le monde de la musique, en tout cas, les amateurs de Stupéflip n'ont rien dit. Pas un mot plus haut que l'autre. Allez-y, faites la fête. Dans le monde du jeu, je pense que ça aurait été un carnage. Benoît parlait de la professionnalisation du Kickstarter, en tout cas des codes qu'il faut respecter. Du coup, c'est aussi lié à ce que tu vas proposer dépend considérablement du secteur ou du développement dans lequel tu le fais. Dans un jeu de société, tu ne vas pas proposer les mêmes types de stretch goals que ceux que tu proposes dans des produits technologiques ou un groupe de musique. Donc la soirée aurait peut-être moins de sens. Mais il y a aussi relativement à ça. Non, mais c'est. Il y a aussi un autre effet, à mon avis, c'est que sur un groupe de musique, c'est des fans. Enfin, il y a une bonne base de fans qui vont, en tout cas presque systématiquement, trouver que ce que fait le groupe, c'est bien, etc. et qui vont vouloir. Mais non, c'est pire. Là, je suis pas d'accord. C'est pire parce que quand tu es un peu amateur de musique, tu sais très bien que entre un album produit quand les mecs ils ont 25 ans et un album produit quand ils ont 35 ou 40 ans, parce que c'est un peu leur âge, voire plus, t'as aucune idée quand tu fais un KS de jeu. Je peux lire la règle, je peux voir une partie. La musique, t'en sais foutre rien de ce que ça va donner. Non, mais par rapport à la fête, c'est-à-dire qu'ils vont accepter des choses parce qu'ils sont dans le rôle de soutien. Alors que pour le jeu de société, ils sont dans le rôle d'achat. C'est bien ce que je dis. Ils ne sont pas en soutien. Mais ça vient d'où ça? Après, il y a Prenons un projet Kickstarter de jeu de société. Ouais. Un peu particulier, je veux bien l'entendre, qui est celui d'Exploding Kitten. Oui. C'est un jeu de société. Tout à fait. Ils ont fait des paliers à la con, mais ils avaient des fans derrière. Ah, ils avaient des fans. Ouais, bien sûr. C'est, comment il s'appelle, The Hot Meal, c'est une fanbase absolument bien sûr, malade. mais ça reste un jeu de société. Oui, mais le phénomène a entraîné d'autres choses, et un buzz qui a entraîné un buzz. Oui, bien sûr. Pareil sur le fidget, qui est un petit objet qui sert à rien juste pour cliquer. Et mais par exemple, le fait qu'ils aient des fans, est-ce qu'ils n'ont pas eu moins de critiques autour de leur truc? Je ne sais pas, c'est juste pour te dire, tu me dis, mais dans la musique, c'est des fans, dans le jeu de société, c'est pas des fans, mais je te trouve un jeu où
Ou c'est pas une question de. Enfin, il y a aussi Oui, des femmes. mais je ça pense peut qu'il y a être moins de moi- problèmes sur une campagne comme Exploding Kitten Oui. que d'autres types de campagnes, parce que tu es effectivement sur une autre typologie majoritaire de Mais après, consommateurs. il ne faut pas se mentir, de parce que cheval. ce que j'ai dit à midi, quand même sur ce phénomène, c'est qu'il faut bien dissocier, entre guillemets, ce que on peut dire les backers un peu exigeants, etc., qui représentent absolument pas une majorité des backers d'un jeu. C'est-à-dire qu'il y a une énorme minorité silencieuse dans Non, un une projet. énorme majorité. Majorité Ouais, silencieuse. Et c'est là aussi où est le problème entre enfin pas le problème, c'est là aussi où est un état de fait différent entre le fan et le consommateur ou le consommateur, peu importe comment après il se définit et il agit. Quoi qu'il en soit, la minorité pénible ou en tout cas difficile à gérer, à driver, à encaisser autour du jeu de société, c'est effectivement entre guillemets celle qui va l'ouvrir, certainement la plupart du temps à tort, parfois à raison sur quelques éléments, mais la majorité silencieuse qui, elle, Oui, mais- vient pour le jeu et qui ne s'occupe pas et ne s'encombre pas de tout Oui, mais- ça, Peut-être. ne dit rien. Peut-être, mais il n'en demeure pas moins que le débat de ton statut Facebook qui amène à cette discussion, c'est ouais, il y a plein de gens qui disent que sur Kickstarter, c'est que des jeux de merde. Exactement. Ça touche. Oui, touche. ça Deuxième touche. truc, il y a des gros chiffres, les gens ils pensent qu'on s'en fout plein les fouilles. Ça touche. Tout à fait. Ouais, moi, t'es pas le premier mec qui porte un projet que j'entends dire ils font chier les mecs à gueuler tout le temps, et l'autre il a gueulé pour ça, l'autre il a mal lu, il nous a fait un caca nerveux, l'autre machin, je peux pas l'envoyer se faire foutre, et l'autre il me fait chier, et l'autre il a rien compris, il ouvre sa gueule, ça c'est. Alors je veux bien qu'il y ait une majorité silencieuse, si en fait ça ne posait pas problème, il y aurait pas ces discussions, et tout Bien irait sûr. pour le mieux en C'est l'ayant vrai que ça ne pose pas Or, c'est problème. pas vrai. Ouais. Il y a une partie des gens qui se positionnent je ne sais pas si c'est en expert, en tout cas le fait qu'ils se sentent à tort ou à raison, parce que mais peut-être on leur a laissé investis d'une une mission. compétence, ils sont beaucoup plus exigeants qu'ils pourraient l'être Oui, quand ils Oui, achètent mais, un jeu. moi, dans le je cercle voudrais dire classique. quelque chose. Dans l'industrie classique, ça s'appelle le service client. C'est-à-dire que tu as autant de casse-couilles, si je peux me permettre l'expression, qui vont appeler le service client, y compris Madame Michu qui a 75 ans et qui va appeler le service client de telle boîte de bouffe, tel machin, parce qu'elle a trouvé un cheveu dans le pot de yaourt, pour avoir ces bons qui vont lui permettre. Parce que le service client, il va dire, bah, c'est pas grave, on vous donne des bons. Que ça soit vrai ou pas, on s'en fout. Alors, il faut savoir, il y a des listes noires qui existent Ouais, sur les bien sûr. Madame Michu et tout qui se passent les uns les autres. Hein. Mais voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont exigeantes d'une certaine manière. Mais en même temps, il y a une différence dans le monde du jeu. On a ça aussi, de fait, qui est très exprimé. La grosse différence, c'est que du coup, on le prend en frontal et les gens qui participent le prennent en frontal, puisqu'il y a des outils de communication qui sont aujourd'hui ouverts et vus par tout le monde. Et du coup, qui peuvent réagir, donc ce qui peut entraîner des effets assez catastrophiques parfois, mais en même temps, et ça c'est un des cas particuliers du jeu, ça crée aussi des personnes qui sont autant capables d'être compliquées à gérer et qui peuvent être dommageables à un moment donné pour le jeu. C'est arrivé sur certaines campagnes, et c'est très dommageable, comme en même temps ils peuvent porter un projet au nu et être les premiers ambassadeurs de ce jeu-là dans des aspects positifs. La difficulté, c'est l'extrême dans lequel tu peux tomber. C'est ce et que je comment disais, tu peux... c'est ce que je disais à midi. Le truc, c'est que on réduit les intermédiaires. Tu réduis les intermédiaires, hein, la boutique, le distributeur, le machin. Donc, forcément, en tant qu'auteur ou éditeur, Tu te prends tu te en retrouves première de ligne. plus en plus proche du consommateur. Et en première final. ligne, oui, à Tout à toutes fait. les étapes. Quand, avant qu'Internet existe, etc., quand tu achetais un jeu et qu'il ne te plaisait pas, ou il y avait un élément qui ne marchait pas, bah, tu allais voir ton vendeur et tu disais tu m'as mal conseillé, ou dis donc, il y a. Cette boîte, elle est machin, Il elle manque est 3 truc. cartes. Et il disait ok, je m'en occupe, il prenait la boîte et puis il contactait Tout à fait. l'éditeur ou le distributeur. Là maintenant, c'est direct. Alors, il y a ça. À ça va s'ajouter, ça a été rapporté là sur ceux qui suivent en live sur Facebook, à ça se rajoutent les professionnels ou la professionnalisation du porteur de projet, des Kickstarter, et donc un grand et gros avec déjà en amont des moyens qui peut se permettre d'avance prévoir, payer, gérer tous les gros problèmes. J'imagine que un Cool Mini or Not, si j'ai le droit de le citer, n'a pas la même. Bah, trop tard, voilà, c'est Passons fait. dans notre bureau. a une gestion beaucoup plus cadrée, prévue pour pas forcément briser les genoux des pénibles, mais en tout cas les gérer directement parce qu'ils vont être une équipe de 28 ou 30 derrière, alors que pour d'autres projets, ils vont être une équipe de 3, de 4 au contact, comme tu le disais. Et donc du coup,
Oh ça a été super géré, moi j'étais pas content de ci, de ça, tout de suite on m'a répondu. Et puis de l'autre côté, c'est géré comme des nazes, j'ai posé une question, 2 heures après j'ai toujours pas ma réponse. Et en l'occurrence c'est une réalité. Moi ça me rend, je reconnais, je suis pas le community manager des campagnes pour une raison simple, c'est que des fois ça me rend fou. C'est-à-dire, non mais ça me rend fou, c'est-à-dire que on explique des choses, on fait des FAQ, tout ça, bon déjà que des personnes ne les lisent pas et qui reposent les mêmes questions, très bien. On répond et moi ce qui m'en fout c'est quand ils sont agressifs sur une réponse. Pour X ou Y raison et surtout quand on discute et qu'on se rend compte que la responsabilité elle est 100% la leur. Et notamment par exemple là sur Outlive, on a eu des backers, vous êtes américains alors c'est plus facile. Ils vont jamais voir ça. Mais des gens, on leur envoie le Pledge Manager, donc c'est l'endroit où ils doivent rentrer leur adresse, donc ils répondent pas, on fait des mails de relance, on leur écrit, on leur refait des mails, 5, 6 fois. Le mec débarque 3 mois plus tard et il dit pourquoi je peux plus commander le jeu? Enfin, pourquoi on lui dit bah oui, mais nous on a fait tous cette démarche-là. Ah ouais, mais c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Et bon là, je passe les mots, mais il y a des mots vraiment des fois hyper insultants. Qui sous-entendent qu'on essaye de les voler. Et autant, sur notre première campagne, on était vraiment dans la conciliation. Cette année, il y a des backers à qui on s'est permis des réponses toujours sur le ton de l'humour. Mais je m'en rappelle d'un notamment qui voulait se faire livrer en Angleterre, alors il voulait changer, tout ça, bon bref. Et donc je lui dis, c'est 9 € pour faire livrer une boîte qui fait 4 kilos, quelque chose comme ça, en Angleterre. Et il me dit, vous les faites livrer sur des éléphants avec des pots de guépard? Et je lui dis, non, mais je lui ai dit très bien, écoutez, nous on vous propose 9 €. Si vous nous donnez un devis pour livrer cette boîte qui fait tant à moins de 9 €, je vous offre le frais de port et la boîte. Mais, et on vous demande même pas d'avoir des éléphants et des guépards. Et donc le mec, après, d'un coup, il se sent con et il dit, non, ok, pas de problème, je paye 9 €. Mais voilà, maintenant, je me permets des fois certaines réponses, sans être agressif, mais en tout cas un peu plus franches, quand je trouve que ça dépasse un certain niveau d'acceptation. C'est-à-dire qu'effectivement, on vend un produit, il y a des gens qui l'achètent, mais on reste des gens, des passionnés, on fait de notre mieux au quotidien. Je veux dire, c'est quand même un investissement on fort. On ne se paye pas forcément. Mais aussi dans notre édition. Mais voilà. Ça, et puis, c'est ce que disait Fall. Tout ça, ça touche. Oui, c'est parce qu'il y a de l'humain. On a commencé en faisant un parallèle entre Kickstarter, Medium, nouveau et édition classique. Je me permettrai de citer Mathieu Despnous, qui l'a déjà dit. Quand on lui fait un appel à un service après-vente, un service client par mail ou par téléphone et qui a ni bonjour, ni merci, ni quoi que ce soit, et la plupart du temps, parce que c'est Mathieu en tant que lui-même, il trouve que c'est abusé et il envoie sur les roses de façon plus ou moins cordiale. C'est du direct. Voilà. C'est normal, c'est les gens nés en 1965. C'est notre génération, tu me parles mal, dans ta gueule. Dans ta gueule. Mais c'est pas terminé. En fonction du rôle, on a Jamie qu'on connaît et qui du coup gère aussi en tant que community manager des KS. Il dit, lui aussi, il le dit là actuellement sur Kickstarter, sur Facebook, il l'encaisse et puis il passe par-dessus parce que c'est son rôle. Il est payé pour ça. C'est un métier. C'est un métier de l'encaisser et de répondre en arrondissant les angles un petit peu. Et moi je reviens encore là-dessus, c'est ce que j'avais tenté de commencer à dire en réponse, c'est pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est pas, dès le départ, les porteurs de projets qui ont fait trop le dos rond, qui ont mis des campagnes, tu vois, c'est-à-dire c'est toujours pareil. Quand tu montes un sapin de Noël et que tu as mis 50 guirlandes, le Noël suivant, si tu n'en mets que 20, tes mômes, ils vont te dire, mais il est tout moche. Il est mieux. Moi, je dirais pas les porteurs de projets, je dirais les éditeurs et de manière générale, et pour leur approcher du classique pour une raison très simple. Aujourd'hui, le monde du jeu de société continue à se structurer. Il n'a pas atteint un niveau de maturité par rapport à d'autres secteurs, jeux vidéo ou autres par exemple. Il est en train de se structurer. Il a connu énormément de changements. Et aujourd'hui, c'est très facile de discuter avec un éditeur, de discuter avec des gens qui propagent l'information, comme Trick Track, que ça soit virtuellement ou physiquement sur des salons ou autres. Il y a un lien très très fort qui est entre les joueurs qui soient core ou plus occasionnels sur salon ou festival et les éditeurs, les distributeurs, les journalistes, reviewers, boutiques, etc. Et donc du coup, il y a quelque chose qui ne se passe pas dans le reste de l'industrie. Enfin, je mets au défi quiconque de dire à quel point vous êtes copain avec le gars de la Fnac qui change tous les 3 semaines parce qu'ils ont ils tournent différemment sur leur stand, enfin entre guillemets, par rapport à ceux du monde de jeux de société. Avec combien de personnes vous discutez chez
pour prendre le bouquin, Albin Michel, Brajlon ou je ne sais quoi, des éditeurs. Et il y en a qui se rendent disponibles. Mais avec combien relativement aux jeux de société. Du coup, on a créé le secteur en tant que tel, un lien fort avec les joueurs, les consommateurs. Parce que c'était un petit milieu peut-être aussi. Oui, au Oui, départ, mais et qui s'est grandi et qui a joué, et pour l'instant, ça est encore là. Oui, et mais on a justement. donné avec Kickstarter, juste pour finir, c'est pour ça que je parlais de consomme-acteurs, ils sont à la fois consommateurs mais acteurs, puisqu'ils vont libérer des paliers qui sont liés à leurs investissements, qui vont donner un sentiment de création et de participation au jeu, ce qui est complètement légitime. Oui. Après, il y a des choses qui se mettent en place. Nous, on a testé des choses avec les backers, on les a fait voter pour des noms de villes du jeu, c'est ce que je on dis. a fait machin. Oui. Non, mais Voilà, mais non, mais- c'est aussi une manière de créer Justement. de la visibilité sur un secteur qui en manque Quand- parfois par rapport au nombre de projets. Quand tu es proche, comme tu le dis, Ouais. bah, tu as tendance à éviter la violence. Ben oui, Si. Normalement. Moi, je te connais pas, mais là, tu es là, on discute. Je vais pas te traiter de sale con. Je vais pas te dire que tu fais un travail de Tu l'as merde. dit tout à Je suis- l'heure. ouais, je suis un peu civilisé, tu vois ce que je veux dire. Et effectivement, c'est un secteur qui est très affectif au départ. Et encore plus, il y a 15 ou 20 ans, c'était encore plus affectif, on était encore moins nombreux, donc on se connaissait tous. Mais il y a un moment donné, quand tu vis dans un milieu de passion, etc., tu essayes de respecter les gens et le travail. Ouais, Moi, mais- quand je t'entends, toi, je te connais pas. Je t'ai croisé 3 fois dans ma vie. Deux. Mais quand je lis ton statut Facebook, je vois quelqu'un qui, quand même, À encaisser. souffre un peu quand même. Ah, des fois c'est dur. Non, Voilà, mais et c'est je dur. n'ai pas besoin de te connaître. Alors après, c'est ce qu'on appelle l'empathie, c'est un sentiment qui est en train de disparaître, mais je ne te connais pas, je t'ai vu 2 fois, mais j'ai quand cause même de un petit l'écran. peu d'empathie. Je me dis, c'est putain, ça, il y a une- voilà un mec qui essaye de faire ce qu'il aime, etc., et qui est victime de 3-4 bricoles qui, à mon sens, sont un peu bizarres. Et c'est très étonnant quand tu me décris donc ce secteur qui, voilà, on est entre nous. Ouais, mais quand tu es entre toi, t'as pas cette violence. Parce Oui, que là, oui, mais là, quand il y a un j'entends- écran. quand j'entends Benoît, quand j'entends, encore plus quand j'ai parlé avec Frédéric Henry dans la petite interview, c'est terrifiant. C'est terrifiant Ce manque d'écouter. d'empathie. C'est terrifiant d'entendre ces gens Oui. qui sont là parce qu'ils aiment ça. Ils ont envie de bouger des lignes. Comme tu le dis, c'est un secteur en pleine structuration. C'est des modèles qui s'inventent. Il n'y a rien de plus excitant, enfin, Ah oui, en oui, tout cas, complètement. personnellement, il n'y a rien de plus excitant que d'inventer des choses, que de les faire, que d'imaginer comment sera le futur et d'essayer de bouger les lignes, comme dit Frédéric, tu bouges les lignes. Voilà. C'est excitant. On devrait tous être excités. Et moi, je suis terriblement peiné quand je vois des gens qui m'ont l'air de souffrir. Parce que tu fais ce que tu aimes, tu vas lever des fonds, etc. Et tu es obligé, sans arrêt, de te justifier, C'est ça. d'expliquer, de te prendre de la violence à travers de la gueule. Alors après, bon, j'ai cette fâcheuse tendance à essayer de comprendre pourquoi. Et je reste quand même encore persuadé qu'il y a une part propre aux porteurs de projets qui ont quand même Ouvert la porte. ouvert la porte. Peut-être, Comme mais- tu dis, quand tu commences à demander aux gens leur opinion, tu dis, vous préférez bleu ou rouge? Si c'est bleu qui l'emporte, t'as tous les gens qui ont voté rouge qui vont gueuler. C'est obligé. Bah, je pense Donc, que mais tu vois, c'est tout à fait c'est- vrai. c'est vrai, mais ça dépend aussi comment tu l'amènes, comment tu le dis. Ah, mais ça, je suis d'accord. Après, ça peut Mais être géré. Peut-être que, du coup, beaucoup l'ont mal amené pour qu'on en arrive à ça. Mais sans doute, mais il y a un apprentissage aussi là-dessus qui s'est fait. Enfin, je suis pas là pour Oui. dédouaner, Non, non, excusez non, tout non, le monde. non, non. Ah, moi, je- Enfin, j'attaque on a eu personne. des commentaires. Moi, enfin, Moi, voilà. je cherche On les. a eu des remarques, des mais- trucs, mais mais sur- la sur- majorité des gens sont hyper enthousiasmants. Oui. On a eu quelques retards sur Outlive, à la fois sur le Pledge Manager, à la fois sur la livraison. Rien On par a rapport eu à d'autres. des soutiens Mais c'est du retard. phénoménaux et N'importe. extrêmement agréables de gens enfin, ils nous envoient un mail, ils ont rien, leur jeu il est en retard, il est machin, et c'est ouais super, continue le boulot, c'est pas grave. Et c'est pour ça qu'il y a Ah, ouais. C'est aujourd'hui, génial. il y a quand C'est même aussi rassurant. une majorité silencieuse qui des fois s'exprime pour soutenir. Pour Ça, soutenir. ça fait Alors, plaisir. c'est ça qui manque peut-être alors. Encore plus que cette majorité Oui, l'ouvre. silencieuse ouvre sa gueule. Mais parce que c'est beaucoup plus facile d'aller dire c'est nul que d'aller dire ouais les gars c'est bien ce que vous faites. Bah, quoi. c'est beaucoup plus facile par écran interposé. Ce non, mais qui bien sûr. déshumanise mais encore plus complètement. cette communauté. Alors, ils le disent aussi sur Facebook, que cette communauté est le justement passionné, le plus à même. Alors, c'est passionné et donc passionnel. Et donc, quand ça s'enflamme encore plus. C'est peut-être vrai. Mais le fait est que un Kickstarter ou un financement participatif qui aurait dans ta ville, avec des gens que tu peux aller voir dans la rue d'à côté, amènerait peut-être une discussion enflammée au départ qui se crèverait plus facilement.
par écran interposé. C'est vrai que c'est plus facile de dire vous êtes vraiment naze d'avoir géré ça comme ça, c'est trop nul, à distance, sans aucune implication et comme le disait Fall, sans aucune empathie. Après, la façon de le gérer, une fois encore en fonction de qui tu es, en fonction d'où tu parles, Jamie le disait d'une façon, vous le dites d'une autre façon. Il donne l'exemple aussi, Rudy Ardouin pour le citer, l'exemple de Stegmeyer pour Stone Meyer Games qui dit certains relous ont été blacklistés et ne participeront pas au financement parce que je perds au financement prochain, suivant, parce que je vais perdre trop d'énergie, trop de temps et même sans parler d'argent, mais je perdrai de l'argent aussi à gérer tout ça. Donc, j'ai pas envie, laissez tomber, me parlez plus, puisque visiblement on ne se comprend pas, etc. D'autres petits porteurs de projets ont même été plus loin en disant ne me parlez pas d'autres versions d'édition dans d'autres langues, ça va, je perds, je m'y perds, je m'y noie, donc je laisse tomber, mais je fais à ma mesure. Et puis c'est avec les gens qui apprécient, si vous appréciez pas, laissez tomber. Sur les jeux, j'apprends à chaque campagne, et puis on apprend perpétuellement dans la vie un métier. Il y a des choses que je ne fais plus. Par exemple, je ne gère plus les cas particuliers. Parce que les cas particuliers, c'est pas que je ne veux pas aider cette personne, c'est juste qu'ils sont 12 000 cas particuliers. Ouais. Et que le gars qui change 3 fois d'adresse et qui change d'adresse le jour même où on livre, moi j'ai pas de solution pour lui. Ouais, voilà. À un moment, il y a des pays pour Clash of Rage, on n'a pas encore établi toute une liste, mais où on ne livrera pas. Parce que les systèmes de poste sont trop compliqués, trop chers, et peut-être qu'ils vont crier, il faudrait leur facturer 2 fois le prix du jeu pour pouvoir leur livrer. Ils ne veulent pas payer ça. Enfin voilà, là-dessus, ça va faire que gueuler. Ça va concerner 2, 3, 10 personnes maximum. Et donc, tout un tas de petites choses comme ça, où par exemple, il y a tout le temps des demandes, ce qui est légitime, c'est-à-dire, puisqu'on les a impliqués, ils demandent des choses. Je voudrais ça, est-ce que vous pourriez faire ça, un tapis, un machin, 12 000 figurines en plus. Et aujourd'hui, ça, on l'a toujours appliqué dans nos campagnes. Moi, je limite à ce qu'on a prévu, à ce qu'on sait faire, les choses dont on connaît le coût, le temps, etc. Et on ne commence pas au milieu de la campagne à partir à faire 12 000 figurines de plus parce que c'est cool et parce qu'on on est 12 000. Quand on a fini les stretch goals, on a fini les stretch goals. Je l'ai fait à chaque campagne. À un moment, on a fini. C'est-à-dire que là, non, c'est fini. Parce que si on rajoute des choses, moi, je ne sais pas ce que je vous vends. Je vous vends un jeu équilibré. Moi, en premier lieu, j'ai l'espérance de vendre un bon jeu. Ouais. Et mon jeu, il est équilibré. On y a travaillé dessus, toute l'équipe, là, avec Ori Games. Et donc, pour vendre un jeu équilibré, il faut aussi savoir où on va. Si on commence à rajouter plein de trucs au milieu non testés sur les 23 jours de la campagne, on part n'importe où et au final, on livre un truc. Et les mecs, quand ils vont le recevoir, ils vont bien sûr jouer avec tout. Oui. Et ils vont dire c'est nul, ça marche pas. Ouais. Alors que le jeu de base, il marche, mais c'est parce qu'on leur a rajouté des trucs qu'ils ont demandé. Ça, c'est l'expérience qui vous fait travailler comme ça maintenant? Ouais. Mais même avant. Au départ, je n'ai jamais rajouté des choses au jeu de gameplay que je ne voulais pas. Par contre, il y avait des cas particuliers qu'on a gérés. Typiquement sur Ten to Kill, donc notre première campagne Kickstarter, on avait fait un artbook parce que les gens avaient demandé un artbook. Ouais, il faut un artbook, machin, donc on regarde combien ça coûte, combien on peut le faire, etc. Ça demande un temps de travail, c'est important pour le faire en français, en anglais, le maqueter, etc. Un petit artbook de 40 pages, rien d'extraordinaire. On fait le questionnaire à la fin, parce qu'on n'avait pas de pledge manager à l'époque, on demande aux gens qui a commandé un artbook. On regarde combien de gens disent oui, on commande à peu près, voilà. Et là, ensuite, on aurait dû le faire avant, évidemment, c'est notre faute, mais on compare avec les réalités des paiements. Et là, on se rend compte que de 350 personnes qui disent qu'ils ont commandé un artbook, il y en a 50. Il y en a 50, 80. Ouais. Et donc là, on se rend compte qu'on a travaillé tout un temps pour perdre de l'argent sur ce produit-là, qui en plus n'est pas du jeu, on n'est pas maquetteur de livres. Et d'un coup, tu te dis, mais là, j'ai voulu suivre quelque chose pour 50 mecs, mais je dis pas que, voilà, mais finalement, on a perdu du temps où on aurait pu faire du jeu. Et donc là, ça c'est vraiment, enfin tout ça est. Je continue de vous redire 2-3 réactions. Stock, si jamais. Si on a besoin. Il est dans le site, il est là-bas. Oui, je l'ai vu là-bas. Dans le milieu, donc des internautateurs et internautatrices réagissent. Certains disent qu'ils sont confrontés au même type de réaction, distance et manque d'empathie ou pas, à l'inverse, dans le milieu de la photo, dans le milieu de l'illustration, etc., etc. Et c'est rigolo parce que tu posais la question, Fall, et Pierrot le reprend sur cet aspect communautaire qui normalement devrait être l'élément rapprochant, voilà, soudant, et qui, parce que en même temps il y a de la consommation aussi derrière, fait que on a aussi les inconvénients. C'est-à-dire que comme des supporters ou des fans, tout d'un coup, on s'estime être redevable. Et ce sentiment-là est étonnant. Je compare au milieu sportif, par exemple, où tout d'un coup, des fans se mettent à réagir violemment contre tel arbitre ou tel joueur, violemment, par mots, et seraient même prêts à descendre pour…
bon sang, il a pratiqué son sport, il a fait son sport, toi t'aimes le sport et tout, et tu es prêt, pour quelle raison tu es prêt à venir lui taper dessus, etc. Quel est ce manque d'empathie? Et donc du coup sur Facebook, les gens réagissent en disant oui mais alors là on passe sur autre chose. Oui. Est-ce que c'est pas plutôt un manque d'éducation, oui, évidemment, une histoire de pas sûr. placement de personne à personne? Sur l'éducation, je suis pas sûr. Tu as des constructs respect. socio-culturels, Ouais, ça bien c'est sûr. clair. Et puis tu as sans doute des réactions comme ça qui sont plus occidentales que orientales ou autres, c'est très vrai. Mais excuse-moi, tu as des cons partout, indépendamment de leur niveau d'éducation, ça serait trop dommage de le réduire à ça, je trouve. Ça peut être un facteur. C'est multifactoriel et on ne pourra jamais le limiter à une explication. Non, moi je pense que c'est le fait que tu te sentes protégé envers quelque chose déjà, et que tu t'investisses émotionnellement. Le sport en est un excellent exemple là-dedans. Et ton footballeur qui a raté son but, soit tu l'engueules parce que tu étais émotionnellement dans l'équipe ou autre, soit tu le soutiens parce que il a raté, tu es avec lui et l'empathie, elle est maximisée à fond. Ce que je disais, nous on a eu des supports qui montraient un niveau d'empathie extrêmement élevé, qui font plaisir de faire ce métier-là, comme on a eu des détracteurs qui sont plus compliqués à gérer. Mais dans les détracteurs, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la campagne d'Outlive, c'est qu'un mec, c'était un Américain, qui avait particulièrement critiqué au moment où il y a eu une espèce de débat autour de est-ce que le jeu il est daltonien friendly ou pas, alors qu'on avait essayé de faire un effort autour de ça, etc. Donc vraiment très très virulent, et Jamie s'en rappellera. Et ce gars-là, je l'ai retrouvé dans la base de données, le mec a acheté 4 boîtes du jeu. Alors qu'il a passé, non mais il a passé beaucoup de temps à nous expliquer qu'on était naze. Ah oui. Mais le mec commande 4 boîtes. Il n'y a pas de retenue. Ouais. Non, mais moi j'imagine que c'est parce qu'il a acheté 4 boîtes, du coup c'est un jeu qui lui plaît, il se permet de dire maintenant vous faites pas comme il faut parce que là vous allez perdre des gens et je voudrais qu'il y ait encore plus de gens, mais il le dit de manière très agressive et mal. C'est normal. C'est parce que c'est un syndrome ou un phénomène, je ne sais pas comment on peut appeler ça, j'ai une théorie là-dessus moi sur ces comportements-là, qui est tirée d'une théorie sur la voiture, d'accord, qui explique la chose suivante. Parce que souvent, au volant d'une voiture, tu es agressif. Tu es très agressif. Pourquoi? Parce que, en tout cas, c'est une étude qui était assez ancienne. La plupart du temps, ta voiture, c'est l'objet le plus cher que tu possèdes. Dans beaucoup de cas, moins maintenant parce qu'il y a l'accès à la propriété, etc., les gens n'étaient pas propriétaires de leur maison, mais ils étaient propriétaires de leur voiture. Or, dans ta voiture, tu es chez toi. Et chez toi, tu n'as jamais tort. Et tout ce qui vient et qui t'agresse alors que tu es chez toi, c'est de la violence forcément. Voilà. Et moi, j'ai développé une théorie qui part de là. Bien souvent, les gens qui s'expriment, entre autres sur Internet, parce que là, avec KS, etc., c'est beaucoup sur Internet, mail, Facebook, les échanges sur KS. Quand tu réagis, tu es chez toi. Tu es dans ton salon, tu es dans ton espace au bureau en général, mais en tout cas, tu es chez toi. Et quoi qu'il arrive, chez toi, tu ne peux pas avoir tort. Quand le mec te répond chez lui, il est chez lui, donc il n'a pas tort. Il te répond, tu n'es pas d'accord avec sa réponse, mais bordel, tu es chez toi. Et puis c'est mon ressenti. C'est chez moi, là, je suis chez moi. Comment il me parle, lui? Alors que je suis chez moi. Donc, tu lui réponds aussi violemment. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça monte parce que personne ne veut avoir tort chez lui. Mais je pense que Guillaume a un mot qui est intéressant, qui est celui du ressenti. Il y a une différence entre fondamentalement ce que disent les gens, ou ce que toi tu vas leur expliquer, et comment ils l'ont ressenti. Par rapport à ce que tu leur as expliqué. Ils peuvent voir, mais ils peuvent ressentir autre chose. Et un des métiers, enfin un des objectifs du community manager, c'est de gérer non pas le texte, c'est de gérer le ressenti des personnes. Et ça, le métier existe depuis assez peu d'années. Et il va aller en se développant, c'est à peu près sûr. Et ça a des enjeux extrêmement forts. Déjà, c'est compliqué de comprendre le ressenti de quelqu'un quand tu l'as en face à face à la table. Il y a des gens qui sont très bons là-dedans et d'autres absolument pas. Alors, en plus, quand tu as un écran et par les textes, je me souviens très bien, il y a un débat, il doit y avoir 2 ans, il y a eu un grand débat avec toi où c'était sur un fil de trick-track avec la question des smileys. Ouais. Et du coup, les gens, comment ils percevaient le smiley, si c'était agressif, alors un petit smiley, ou si c'était sarcastique, si c'était le même smiley, pouvait dire « mais tu te fous de ma gueule », ou « tu me prends pour un con », ou « ouais, c'est une petite blague, mais t'as raison, en fait, il n'y a pas de sujet, c'est léger ». Et rien qu'avec ça, donc c'est extrêmement compliqué de gérer ça, et tu gères le ressenti. Les gens vont utiliser des mots où ils ont des concepts qui ne sont pas forcément les mêmes que toi, tu vas communiquer. Et c'est le ressenti qui est important. Ouais, c'est là où je rejoins ce que disait Guillaume aussi tout à l'heure, ou ce que disait le mec sur Internet, sur pas l'éducation, mais la société dans laquelle tu vis. Il y a un moment donné, on vit dans une époque où le ressenti fait loi. Et tu n'as plus le droit de contredire un ressenti. Or, un ressenti, c'est ni plus ni moins qu'une sensation, un sentiment sans réflexion. Donc, à partir du moment où tu ne réfléchis pas, tu vois, tu peux l'éduquer, tu peux donner les mots. Tu peux dire aux gens, tu as un ressenti, mais réfléchis peut-être à ton ressenti, analyse.
Hein, pourquoi tu ressens ça et essaie de voir si tu n'es pas à côté de la C'est plaque. l'art, c'est la compréhension Bien dans sûr, l'art bien sûr. de tiens, ce tableau me plaît. Et quand tu apprends à le décortiquer, tu peux comprendre pourquoi il te plaît, Bien est-ce sûr. qu'il te plaît vraiment, est-ce que c'est le tableau, Mais est-ce c'est que pas c'est pour l'image, rien etc. que, en tout cas, nous, on prend aussi un community manager souvent externe. C'est parce qu'il est moins en affect avec le projet. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'investis énormément de temps, d'énergie, et puis même économiquement de la société. Et puis cette société, ça a été des années de travail quand je fais un projet. Et du coup, il y a une dimension affective qui est énorme autour de ce jeu, qui en fait est un produit commercial, que les gens achètent comme un produit commercial, mais qui pour moi, c'est au-delà de ça. C'est des heures et des heures de vie passées autour de ça. Mais on le voit bien parce que ta seconde récrimination, enfin, la première est importante à entendre, c'est-à-dire que c'est difficile à vivre. Le fait qu'on dise que tu passes sur une plateforme de Kickstarter, c'est forcément un mauvais jeu. Quand tu as passé beaucoup de temps dessus, c'est difficile à avaler et à accepter. La deuxième qui consiste à dire ils vont s'en foutre plein les fouilles, alors que c'est énormément de travail. Oui, mais comme d'autres métiers. Et donc les critiques sont assez difficiles à entendre dans la mesure où tu bosses comme un fou et tu ne gagnes pas grand-chose après. Voilà. Et les gens que tu te prends dans la gueule, puisqu'on vient de le dire, les joueurs, les makers vont s'approprier le jeu. On leur a donné un peu quand même, on a tendu la perche pour qu'ils se l'accaparent. Ça devient violent. J'entends donc 3 trucs qui sont un peu difficiles à vivre. Mais malgré tout, vous foncez. Vous y allez. La critique, elle te permet aussi de réfléchir, de garder un peu les pieds sur terre sur certaines choses. Il faut qu'elle soit construite aussi. Alors, Pourquoi on peut venir sur pourquoi est-ce qu'on fait des Kickstarter. Bah Là, on est parti pour se fâcher avec tout le monde. C'est un peu l'idée. Non, c'est un peu l'idée. Et puis après, on va aller vers les boutiques. Mais c'était un peu l'idée de mon. Non, mais moi, je vais être très clair. Juste, Benoît, garde-le. Je finis juste pour remettre un tout petit peu d'eau au moulin. Tu disais tout à l'heure, c'est une différence de médium et au final, les jeux peuvent être bons, mauvais. Les gens en face peuvent être respectueux, irrespectueux, éduqués, non éduqués, prise de recul, pas prise de recul, Quel que soit analyse le d'un médium. ressenti ou pas. Alain Ballet, donc le Blue Cocker, disait parfois ces retours grosses claques sans aucune précaution ni rien, même dans l'édition classique. Ah oui, mais tout à fait. tu Bien les sûr. prends. Ah, mais dans Donc c'est bien tous pour les montrer médiums. que Ah, mais bien le sûr. médium en lui-même C'est la n'est même, tout rien. à fait. Ce sont les humains qui le font qui amènent Sauf tout que ce moulin-là. Sauf que là, tu te rapproches Voilà, du feu. tu te rapproches Là, du tu- feu. tu y Bah vas. oui. Vous Plus tu te rapproches et plus c'est chaud. Là, la campagne n'est pas Le 17 lancée. mai. Vous le sentez. Il y a une appréhension qui monte quand vous Ah, annoncez mais ça. j'ai raconté tout à l'heure que j'en fais des insomnies. Il engueule des gens dans sa lave. Ouais, je rêve des angoisses qui n'existent pas. C'est énorme. Donc, non, c'est. Alors pourquoi générer des angoisses comme ça malgré tout? Parce que pourquoi est-ce qu'au départ on va sur Kickstarter et pourquoi est-ce qu'on continue? C'est qu'aujourd'hui, souvent ce qui est méconnu des joueurs, ou peut-être pas, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est méconnu, c'est on parle souvent du système de répartition des marges, etc. Et moi je souhaite ni le critiquer ni quoi, mais en tout cas aujourd'hui dans ce milieu-là, les éditeurs quand même, c'est quand même un maillon où régulièrement, parce que moi je côtoie beaucoup de petits éditeurs qui en sont des fois à leur 3e, 4e jeu quand même, et des jeux qui peuvent être reconnus par le milieu du jeu comme des bons jeux, des jeux bien édités, etc. Succès d'estime. Voilà, Au moins. mais qui ne se payent pas. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un milieu où quelque part le système tel qu'il est fait aujourd'hui, on demande au début de la chaîne, enfin il y a aussi l'auteur qui est au début de la chaîne, et d'ailleurs je pense que la question des auteurs peut se poser aussi, et on leur demande de ne pas se payer pour pouvoir assurer un D'accord. système de marge continu. Donc tout le monde se paye, sauf l'éditeur. Sauf Aujourd'hui, moins ceux nous qui aujourd'hui, ne paient pas. sans Kickstarter, pour être très clair, la boîte de jeu aujourd'hui c'est 2 salaires. Donc, et puis c'est pas des salaires, enfin, c'est 2 salaires normaux quoi. Sans Kickstarter, ce serait 0 salaire. D'accord. Avec des jeux qui se vendent à 20, 25 000, 30 000 pièces. D'accord. Tu fais 30 000 jeux vendus et tu génères que 2 salaires. En tout cas, chez l'éditeur. Par contre, tu génères de l'argent pour plein d'autres pour les étapes. boutiques, pour les distributeurs, Je vais pour donner des le chiffres. fabricant. Je- Qui sont des maillons non, mais je vais importants donner de des la chaîne. chiffres. On va prendre Outlive. Outlive, c'est 50 € prix public. Ok. Là-dessus, il y a 50% qui sont pour la boutique sur laquelle elle va payer la TVA, elle va payer ses charges, etc. Donc 25 € pour la boutique moins la TVA, ça doit faire à peu près 15-16 € à peu près. Elle doit payer ses charges, etc. Le distributeur, il prend 8,25 € sur ce qui reste, donc sur les 25 € restants. Nous, on a le reste. La production, 7 €, 7,5 €. Donc, il y a un peu à l'auteur, un peu à l'illustrateur. Enfin, voilà, il y a différentes choses. Nous, notre gain sur une boîte d'Outlive, c'est 5 €. 5,50 €, 6 €, suivant comme les volumes. Sur le prix de vente, tu touches 10%. 10%. Voilà. 5 € c'est 10%. Sur 50, Ouais, c'est 5. 11-12% à peu près. Et on est sur un jeu sur lequel je fais une bonne marge. D'accord. Donc, ça veut dire que je gagne 5-6 €, le distributeur 8 et quelques, et la boutique 17. Voilà, ça Et c'est ça purement fait- les chiffres. Pour 10 000 boîtes vendues, ça fait 50 000 € de gagnés et il aura fallu un an de travail.
Oui, c'est Pour deux beaucoup de personnes. travail. Et puis il y a un investissement fort. Donc ça fait un salaire, ça fait un SMIC à peine. À peine. Même pas. Avec tout le stress et les insomnies Et si et le jeu ne l'angoisse. marche pas, soit tu as de la trésorerie et tu peux l'assumer, soit tu n'en as pas et c'est compliqué. Mais là, on Aujourd'hui, parle c'est d'un ce qui jeu se passe sur pour lequel beaucoup je gagne de d'éditeurs. l'argent. Ouais, Enfin, ok. je gagne beaucoup d'argent. On va prendre d'autres jeux. Il y a des jeux où, à 30, 35 balles, on est entre 1 euro et 1,50 € de marge. Pourquoi? Parce que on parle du circuit classique. Là. Dans le circuit classique, on me dit, ah ouais, mais ce type de jeu, il faut le proposer à 32, 33, alors que le matos qui est dedans, il pourrait vaudrait valoir 40. plus. Donc moi, déjà, je dois réduire le matos. Enfin, en tout cas, baisser la qualité du matos que j'aurais aimé faire. Et pour pouvoir le proposer, et à la fin, je me retrouve avec 1,10 € ou 1,20 €, 1,50 €. Mais en tout cas, quand on met tout bout à bout, quand on aura vendu 20 ou 10, 20, 1000 boîtes, j'aurais gagné une somme, le distributeur aura gagné 2 fois plus et la boutique 4 fois plus. Ou 3 fois plus. Mais fondamentalement, je ne dis pas que... Voilà, c'est la réalité. Le secteur est comme ça. Le secteur il est comme ça parce que la règle qui prévaut, en tout cas la morale qui prévaut, c'est que la boutique, elle vend une petite quantité, Oui, donc il faut bien gagner sûr. plus. Le distributeur vend une quantité plus grande que la boutique et l'éditeur, lui, C'est une Et question. encore une fois, je ne vais pas me plaindre. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec un distributeur qui est BlackRock, avec lequel on travaille en achat direct. Donc, c'est vrai qu'il nous achète, en tout cas, tout ou partie de notre stock produit. Donc, on a moins de risques financiers, on ne fait pas de dépôt-vente, etc. On a moins de marge aussi. Et puis, les boutiques, c'est aussi elles qui recrutent des joueurs. Donc, moi, je ne suis pas là pour distribuer les bons, les mauvais points. Je donne juste la réalité de ce que c'est ma vie d'éditeur. C'est-à-dire que je vais expliquer ça un peu différemment, mais je crois que c'est Max Weber qui dit que la réalité, c'est comme une sphère et que chacun l'éclaire avec sa torche Oui. et qu'on ne voit pas tous la même chose. Ouais. Voilà, donc moi, ma réalité il n'est d'éditeur... pas con ce Weber. Exactement. Et donc, ma réalité d'éditeur, c'est ça. Quand je vais sur Kickstarter, certes, ça me demande beaucoup plus de boulot, de logistique, de Je machin, le disais, il y a des mais par tafs à boîte, faire en plus. Ouais. mais j'ai un peu plus de marge. Alors, quand je vends une boîte 50 € par exemple à Outlive, enfin il est à 42, je ne fais pas 42 € de marge, je fais même pas 20 € de marge. Mais je ne suis pas à 5, je suis peut-être à 10, 11, 12, j'en sais rien. Exactement parce que c'est plus compliqué le système. Mais en tout cas, là, je vais générer par ces boîtes prévendues une somme qui va me permettre de payer les gens qui ont travaillé. Ok. Et je veux bien qu'on me dise des fois, et c'est ça qui est aussi dur à entendre, qu'on me dise, mais en allant sur Kickstarter, vous tuez les boutiques. Ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je veux bien sauver les boutiques, il n'y a pas de problème, une fois que j'aurai sauvé la boîte de jeu. Ouais. Enfin, une Ouais, fois que c'est j'aurai ça. payé mes Ah oui, salaires. parce que la boutique, C'est-à-dire, avant de payer d'autres gens, c'est bien de te payer toi. Je C'est comme suis- le secourisme, avant de sauver les autres, il faut toi faut d'abord être- te faut être sauver vivant. toi-même. Ouais, bien sûr. Et Et donc- donc, Fred Henry avait... Enfin, Avec- Non, mais bien sûr, moi, on bien en sûr. discute, on en a discuté plusieurs fois avec Fred Henry. Enfin, je veux dire, je pense qu'on est à peu près d'accord. Et on a aussi essayé de créer des ponts entre les deux systèmes. Aujourd'hui, pour Outlive, et j'espère qu'on le renouvellera pour Clash of Rage, on a créé un système, ou pour la France aujourd'hui, parce qu'on a un distributeur qui a été volontaire là-dedans aussi, à travailler à prix coûtant, donc il faut quand même le signaler. On a mis en place un système de retrait des jeux des backers français dans les boutiques, où on rétrocède une partie de notre marge aux boutiques pour... alors, elles ne gagnent pas la pleine marge qu'elles auraient fait, mais elles ne font pas d'avance de fonds. Les joueurs qui achètent sur Kickstarter, c'est-à-dire qui achètent à distance, ils vont se rendre dans une boutique, récupérer leurs jeux, etc. Alors, je ne dis pas qu'ils vont acheter d'autres jeux, mais en tout cas, ils vont faire la démarche d'aller dans une boutique, peut-être qu'ils vont acheter un peu, et de toute façon, la boutique, elle va être rémunérée 7 € hors taxe par jeu qui va être retiré chez elle. En plus, on leur offre un pledge, et en plus, on a mis en place ça donc avec BlackRock. Vous savez, il y a un système de 12+1 quand les boutiques commandent, c'est-à-dire que quand elles achètent 12 jeux au distributeur, il leur en offre un. Elles en ont 13 pour le prix de 12. Et bien là, pour les jeux retirés, si par exemple il a 6 backers qui viennent retirer leur jeu, et ben il suffit qu'il en commande 6 autres pour Il a avoir quand le même plus le 1 plus, d'accord. pour sa boutique. Voilà. Donc on a essayé de faire des choses, on essaie de faire des ponts, c'est pas toujours possible. parce qu'on est dans une période transitoire. je Exactement. pense. En même temps, on a quand même un quart des boutiques françaises, un peu ou prou. Oui, il y avait qui 90 sont boutiques rentrées partenaires sur les qui ont 400 été- boutiques françaises qui Mais sont ça- rentrées dans ce système-là, et dont une partie a sans doute absolument pas entendu parler du Kickstarter ou autre. Et donc, enfin, moi, je estime que c'est plutôt un signal qui est vachement positif de la part des boutiques d'être à l'écoute de ça et Bah, est-ce qui qu'elles sont ont pas le choix fermées sur les modèles. Il y en a qui ont refusé. Est-ce qu'elles ont le choix? Et Il y en deux, a qui ont est-ce que c'est pas un problème purement français? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles sont là et elles aussi pensent à comment le modèle est en train de se Mais transformer. on bien sûr. a un Mais- secteur où il y a beaucoup de boutiques. Mais il y a plusieurs variables. Est-ce que les boutiques ne doivent pas se réinventer? Est-ce que les boutiques doivent avoir forcément tout ce qui sort? Si demain il sort 1000 jeux par jour, je caricature, hein, avec des grands gestes, comme ça, peut-être c'est sur internet quand tu l'écris, oh il est con. Non, tu vois, c'est la caricature pour bien comprendre le propos. S'il sort
1000 jeux par jour, est-ce que les boutiques doivent avoir 1000 boîtes par jour qui arrivent sur leurs étals? Mais dans ce cas-là, tu vas tirer la même réflexion que celle qui existe aujourd'hui d'ailleurs et qui s'est tirée dans plein d'autres secteurs, qui est le numérique et la commande en ligne, etc., qui est un autre modèle. Il y a quelques acteurs qui le font très bien, qui sont très présents sur le marché et qui posent des questions de remodelage du modèle, de concurrence, loyale ou déloyale, de machin, mais qui sont, sans, je ne veux pas mettre un mauvais mot, mais du business. Qui sont normal, sains en théorie pour tout le monde, mais effectivement, ça oblige à bouger les lignes. Le business, c'est pas un mot pour sale, tout le dans la monde, mesure où un commerçant, c'est quelqu'un qui C'est son prend rôle. il y a Oui, quelqu'un qui aujourd'hui, travaille avec le l'acquis- commerçant, il le prend, il le met dans sa boutique, il le vend à un autre. Le mot a acquis une connotation très particulière. Mais déjà, quand on parle de Aujourd'hui. segment commercial dans le jeu de société, on a l'impression de dire des mots vraiment sales, quoi. Bah non, ça reste, c'est un Non, mais- commerce, je veux dire, c'est un commerçant. Je discutais, moi, je l'ai dit à table à Cannes avec des commerçants, 4 ou 5, et je faisais de l'ironie sur leur pacte. Ils ont fait ils se sont regroupés. Il y a 100 boutiques françaises qui ont fait l'association des boutiques. Et j'avais lu, je leur disais, hein, j'ai lu leur petit descriptif et ils disaient, je ne sais plus quel mot ils utilisaient, mais c'est genre collègues, camarades, nos amis boutiquiers. Et je leur disais, avec un brin d'ironie et de cynisme, ouais, un commerçant estime qu'un autre commerçant est son ami quand il est à au moins au-delà de 100 km de lui. Parce que quand Sinon, il est c'est un à, concurrent. s'il est à 1 km ou 2 km, c'est l'enculé d'en face qui casse les prix. Eh oui, non mais il y a pas, on le sait, c'est pas, j'ai des boutiques, j'en connais, j'en ai connu. Voilà, ça se fait la guerre entre eux. Voilà, c'est des commerçants quoi. Il y a pas, donc il y a un modèle qui est en train de changer et c'est normal que ces gens se posent des questions. Mais le commerce, c'est ni plus ni moins qu'une exploitation de l'offre et de la demande et tu ne peux pas tout couvrir. Donc ce qui est fou, c'est de se dire, d'en arriver à se dire, ben, ok, la boutique, elle dit que tu veux la tuer en faisant ton jeu. Mais en te disant ça, elle veut tuer ton jeu puisque tu dis que tu ne peux pas le faire autrement qu'en passant par là. Mais Alors, de quel droit on peut t'empêcher, toi, de donner corps à tes envies, tes besoins mais moi, c'est une ça n'a pas de réponse sens. que j'ai couramment. On fait des jeux aussi dans le circuit classique, on en fait d'autres qui ne passent pas par Kickstarter parce que tous les projets ne sont pas adaptés. Mais aujourd'hui, me dire qu'on doit mettre tous les jeux, enfin, en tout cas, je vais simplifier, Kickstarter c'est mal, c'est me dire, toi tu dois faire des jeux sans te payer. Oui, c'est ça. Mais soit on me le dit clair, enfin, je veux dire, Dites-le moi. ça peut être assumé, on peut me dire, ah non, les éditeurs ne doivent pas se payer, c'est un plaisir, je sais pas quoi, peut-être. Mais en tout cas, moi je considère que non, je considère qu'on y passe beaucoup de temps et que c'est un travail, et qu'à ce moment-là, il faut réussir à se payer, et aujourd'hui, on tire des salaires par Kickstarter. Bah, c'est surtout que tu crées de la richesse malgré tout. Puisque tu produis ça, et il y a plein de gens qui vont gagner leur vie avec. Et c'est complètement dingue que celui qui est à l'origine de la boîte qui va nourrir des gens, lui-même ne se nourrisse pas. C'est qu'il y a un gros problème. Alors, c'est rigolo parce que C'est bien du un coup, modèle en transformation. c'est un modèle en transformation. Et certains citent des modèles en disant est-ce qu'on ne pourrait pas faire effectivement penser bon, on en a parlé, je ne vais pas aller plus loin, c'est juste pour donner un petit peu les différentes réactions qu'il y a pu y avoir sur Facebook. On ne pourrait pas penser des circuits courts, comme par exemple dans l'agriculture. Et puis du coup, un éditeur, alors c'est Benoît Forger, Purple Brain, dit bah oui, mais c'est quoi un circuit court de distribution? On a des distributeurs français. Alors oui, mais c'est vrai, mais du coup, Kickstarter le chante parce que par exemple, comme tu le disais tout à l'heure, le circuit se raccourcit de plus en plus puisque tu assumes le rôle un petit peu de distributeur en envoyant directement aux joueurs. Donc c'est un circuit encore plus court. Bah, c'est une façon aussi de repenser ou de remodéliser ce modèle-là. Mais donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, chacun des éléments qui lui aussi se dit bah oui mais bon bah moi c'est mon travail et je voudrais bien manger, on aurait pu discuter aussi des différentes façons d'être boutiquier, d'être Oui, mais vendeur tout à de fait, jeux de société, bien sûr, bien sûr, entre bien le sûr. passionné qui est capable de sélectionner ses jeux en disant non j'ai pas pris tout parce que j'ai pas joué à tout et je ne vous en vendrai pas quelque chose que je ne connais pas, et puis sans forcément y mettre de mauvaises intentions. Une fois encore, c'est pas un jugement, celui qui va dire mais non, moi ce que je veux c'est pouvoir répondre à la demande, il faut qu'il puisse y avoir dans ma boutique ce que la personne demande, oui je l'ai, tenez. Et du coup, c'est encore d'autres façons de penser son travail. Et la plupart du temps, les gens qui vont penser leur travail le pensent avec le bon sens qui est le leur, en disant je mérite d'en vivre. Et donc, du coup, je mérite de m'en C'est ce que je disais tout à l'heure, on a deux visions pas forcément totalement opposées, mais pas forcément totalement identiques de notre métier et de la façon dont doit évoluer le secteur. Et après, pour Kickstarter, je pense aussi que ce qui est souvent sous-estimé, c'est qu'ils disent ça enlève des gens en boutique. Je pense que faire la démarche d'aller acheter un jeu sur une plateforme qui est intégralement en anglais, c'est des gens, je ne suis pas sûr Un qu'ils peu n'achetaient pointés. pas déjà, déjà à ouais. distance. Je ne suis pas sûr qu'ils se rendaient vraiment tous dans les boutiques, mais
Ok. Je voudrais juste amener un point. Il y a une question aussi qui est celle l'évolution du secteur en tant que tel. Alors, je suis moins familier du secteur d'il y a 20 ans. Parce qu'il y a plus d'expérience là-bas. Mais il y avait moins d'éditeurs. Et du coup, il y avait moins de sorties. Alors le public était moins, le marché n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, mais il existait quand même assez fortement. Et la France est un acteur assez fort de ce marché-là, y compris l'international. Et du coup, il y avait plus d'acteurs qui pouvaient en vivre, puisqu'il y avait moins de jeux, donc tout le monde avait les mêmes jeux. Et donc les jeux se vendaient, entre guillemets, beaucoup plus, puisqu'il y en avait beaucoup moins. Proportionnellement parlant. Donc de fait, je pense qu'une des critiques qui est sous-jacente à ça, qui n'est pas forcément formulée aujourd'hui, c'est... Alors, il y a trop de jeux, celle-là, elle est formulée. Non, c'est ça. Il y a trop de jeux, celle-là, elle est formulée. Enfin, il y a beaucoup de jeux, en tout cas. Mais l'autre fait, c'est, en fait, il y a beaucoup d'éditeurs. Et du coup, est-ce que tout le monde doit en vivre ? Je n'ouvre pas une boîte de Pandore, hein, mais c'est la question, se pose des boutiques, des machins. Est-ce que qui, moi, je dois privilégier ? Est-ce que c'est l'éditeur, s'ils sont 42 et que nous, on est 17, est-ce que c'est pas eux qui doivent nettoyer ? Parce qu'il y a à boire et à manger, comme il y a à boire et à manger dans d'autres secteurs, comme il y a à boire et à manger dans la distribution, dans les boutiques, dans tous les acteurs, comme c'est normal, quel que soit le secteur. Donc je pense que ça, c'est une critique qui est encore sous-jacente, non formulée, qui s'exprime à travers d'autres médiums, etc., qui cristallisent une critique. Toutes ces critiques, de toute façon, elles sont exprimées, elles arrivent, et puis elles vont former une belle boule, et puis on verra comment on la critique. En tout cas, ce qu'on retient, parce que je crois qu'il y a des trains à prendre peut-être, hein, je vois tout à l'heure la montre, ce qu'on va retenir, c'est 2 ou 3 choses. La première, c'est que c'est important, sur Kickstarter, il y a des bons jeux. J'espère en tout cas. Voilà. En tout cas, il n'y a pas plus ou moins de bons jeux et de mauvais jeux que dans le circuit classique. Deuxième chose à retenir, c'est que même si on atteint le 1 million d'euros ou 2 millions d'euros, ils ne s'en foutent pas plein les fouilles. Pas automatiquement. Pas automatiquement. On les a pas tous reçus, mais pour l'instant, personne n'est venu en Cadillac. La troisième chose qui me semble importante à dire, c'est que quand on est content et on est heureux, il faut l'exprimer beaucoup plus que quand on n'est pas content. Comme ça, si les gens qui ont de l'empathie, qui sont heureux de quelque chose, qui aiment les gens et qui aiment un jeu, le disent avec le sourire, on entendra peut-être moins les chiens et les casse-couilles. C'est pas mal résumé. Ça fait trois choses importantes. Voilà. Tout à fait. Heureux de... Oui, tu voulais dire un truc. Dites-le de manière groupée, parce que ça fera moins de mails à traiter. Évidemment. Économie d'échelle, tu vois, ça y est. Aux gens qui disent qu'ils t'aiment, t'as pas besoin de répondre. Exactement. Tu le lis et tu souris chez toi tranquille. En tout cas, ravi de t'avoir. Pardon, juste la dernière, c'est que quoi qu'il en soit, ça démontre une chose, c'est quand même une vitalité. Ils en parlent aussi sur Facebook, je recite à nouveau Benoît Forget. C'est vrai que tous ces questionnements-là, toutes ces réactions vives, je ne sais pas si c'est comme ça parce que ça fait un peu philosophique, toute cette humanité-là qui s'exprime, ça veut dire que ça bouillonne, ça veut dire que c'est passionné, ça veut dire qu'on en a envie, ça veut dire que même entre ces deux médiums, il y a certainement encore des entre-deux ou d'autres solutions, c'est Alain Malavé qui le dit, il y a peut-être d'autres nouvelles voies qui vont s'ouvrir. Quoi qu'il en soit, ça c'est quand même plutôt positif et tous ces questionnements-là, on n'a rien résolu. Quoi qu'il en soit, cette petite synthèse-là, elle est quand même importante parce que de l'humain à l'humain, ça permettra quand même de mieux se dire les choses. Voilà, ça montre qu'on est vivant. Et qu'on réfléchit. En tout cas, merci. Je suis content de t'avoir donné la parole là. Je l'avais dit vite fait sur Facebook avec une petite erreur d'envoi de touche entrée. Ravi de vous avoir eu là. On fera d'autres débats, d'autres discussions à l'arrache. Merci Mathieu, merci Benoît, merci Guillaume. On va regarder ces caméras droit dans l'objectif et dire Jenny Wright.